back on the back side. Okay, thank you very much, every one of you, for joining us. I'm very happy to be standing here in front of you. We'll be discussing today the Olive Chain Value Development Project for smallholders of Pillar 2. And we'll have a panel of experts that will go us through this event. And I'll be very brief, but if you could please let me just a couple of minutes to tell you why I am very excited of being here in front of you, standing and talking about this event. Mostly two main reasons for this excitement. First one, climate change has been, globally speaking, focusing mainly on mitigation measures, which does make sense in a way because they are the measures that would allow us as a whole to limit the global warming within the 2 degrees. So that's a good thing. However, many countries who do suffer immensely from the impacts of climate change have little impact on these emissions. These countries, of which most of the African countries, are way more concerned by adaptation measures. So this is why the first reason I'm very excited of being here, it's because we are going to talk of a project that meets adaptation as well as mitigation, but especially adaptation. And I think this COP has to highlight every adaptation measures that are going on because they are clearly the African continent's most important challenge that will come within the next years. So that was for point one. The second reason I am particularly excited of being here is that this COP is, the silver lining of this COP is the COP of action. So we've heard that Paris was the COP of agreement, and everyone is agreeing on saying that this COP should be the COP of action. And this program is a real program of action because it's taking place on the field and showing clear results with a dedicated budget. So that's also exciting and thrilling to see how they have managed to design this project, this program, and how it actually impacts the population on the ground. So to discuss this exciting program led by the Islamic Development Bank and Morocco's Agriculture Development Agency, we'll be having a panel of experts sitting here with us. And as I said, I was going to be brief, so with no further ado, I'll introduce the different stakeholders that will go us through this event. So we'll have Mr. Wayash, who is the president of COMADER, the Moroccan Confederation for Agriculture. Please be seated. And we are very, very excited of having Mr. Wayash with us here, as he represents over 20 fédérations, national federations, plus de 20 fédérations nationales. Vous représentez 250 associations, 300 associations, ladies and gentlemen. So this is really the partner of Morocco's institutionals because he talks for the private sector, and he was, and I know, I've read that you have deep roots within the agriculture business. It goes way to your grandparents and parents. So agriculture is really something that runs through your veins. So we are very, very excited and very happy having you here with us. So this is for. He will be talking for the private sector and how they organize and how they work and they team up with the institutionals. We'll also be having Mr. Rachid Ben Ali, who is the director of Interproliv, which is the federation working on the olive oil sector. Please welcome Mr. Ben Ali. So I know that you also are director of Huile de Saïs. So you're also, an operator within the sector. So you have highlights of how it actually goes on. So thank you very much for joining us today. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Ben Ali. Nous avons un expert. We'll be also having an expert, Sila Zawi, who is an expert on the sector, who's been working on various issues such as distribution, quality of olive oils, environmental aspects. So you can have questions on the technical side for Sila Zawi. Thank you very much for him.
And then last but not least, we'll be having the IDB sitting with us, an expert on microfinance that will go through how IDB tackles agriculture and the olive oil sector. Thank you very much for him. Now, how is this side event going on? So we'll start with a quick word from IDB, which will give us a highlight of the global project. Then we'll hand over to Lada with his general manager, Sigi Rouge, who will also talk a couple of words about the agriculture sector in a whole and also this program. We'll have a short presentation by Miriam Maish on the project, focusing on the project. A couple of questions for our experts, and then we'll open it up to you so that you can express yourselves on this issue. Thank you very much. I'm Christophe Lumsden, and I'll be going through this whole event with you. Bashir, please. Thank you very much. Thank you very much, Christophe, the moderator. And thank you very much, the organizers of this unique event today. I'd like to, special thanks to Mariam and her team. I'd also like to thank the Director General of the Agricultural Development Agency, Brother Mohammed Ismail. I cannot hide my excitement about this opportunity today, that we have to discuss this olive chain project in Morocco, and to bring together such a distinguished panelists as well as participants. From the Islamic development perspectives, we are very glad that the event is taking place right here in this pavilion, which will be active for the next 10 days or so. And this being the first event being held here is unique. It's an eye-opener. It's a game changer. And as our moderator said, we are here to discuss largely adaptation. And to discuss it in no better way than the framework that the government of Morocco has provided through the greening plan for Morocco, the PMV, which is a 10-year strategy, and we'll hear a lot about it, that came into being in 2008. That plan of Morocco and the bank's plan for the next 10 years started from 2015, do actually come together. And what you will find in both plans is the greater investments the bank and the government of Morocco are going to put into enhancing the productivity of smallholder agriculture. In this plan of Morocco, the PMV, it's Pillar 2, the smallholder production systems, which we are very much interested in as a bank. It provides an opportunity for us in this project, the olive chain project, with the government of Morocco to invest about $80 million over the next 5 years, and it will help smallholder farmers in 5 major regions that are olive producers, but not only olive. The project is designed, as you'll hear from Sister Mariam, to take an integrated approach in its production. It's basically an agroforest system in which the tree is part of other crops that will be produced within that. And those of you in agriculture will know that there's tremendous potential for agriculture to be a sink for carbon, to be a great solution to the mitigation. And the more you diversify and the more you help smallholder farmers to withstand climate change and climate variability, the more you also enhance the ability of agriculture to become a sink for carbon that would have gone otherwise to the atmosphere. So to make it very brief, we are very excited. We have invested with the government for the next 5 years, and this project is, from our side, is going to help, number one, increase the smallholder farmers, increase the productivity
of that system. Improve the irrigation system, bring on board improved seedlings that require inputs and output markets. So there's a big component going to infrastructure. And then the last component, which is very critical, is the offtake, the processing of that oil, the products, so that it can get to markets within the country and outside of the country. So we're very excited. We are in here for the long haul. Morocco, as you know, is one of the founding members of the bank that when it joined in 1974. We're very proud to be associated with the government of Morocco. Our president will be here, a very large delegation, and we would like to continue and engage with this government in raising the productivity of agriculture and do it in a way that makes it climate smart. And this project is going to give us some of those insights that we need to design, not only for Morocco, but take the experiences from this project to other regions of Morocco, to other parts of Africa, where the same principles, the same expertise can be deployed. So I thank those who organized the event, and I look forward to a very productive and exciting interactions in the next 1 hour and a half. Thank you very much. Thank you very, very much for this introduction. I would like to call in Mr. Gurouj to have the agency's point of view on this project. Thank you very much for him. Monsieur le Président de la Comaderce OIH, Monsieur le Président de l'Interprolifsi Ben Ali, Messieurs les représentants de la Banque islamique de développement et aimable assistance. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au pavillon ici, au pavillon de la Banque islamique de développement, qui a bien voulu nous accueillir ici pour organiser ce side event à l'occasion de cet événement planétaire, le COP22, qui se déroule actuellement dans notre pays. Mesdames et messieurs, si le Maroc est un pays faiblement émetteur de gaz à effet de serre, il reste vulnérable aux effets du changement climatique en raison de ses spécificités que lui confère sa position géographique et la diversité de ses écosystèmes. Le Maroc a très tôt pris conscience de ce danger et s'est conformé aux mesures recommandées et entreprises dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Maroc a fait de la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration du niveau de vie de la population vulnérable et fragile au changement climatique l'une de ses priorités. Mesdames et messieurs, la question du développement durable et du changement climatique a été placée au centre des préoccupations du plan Maroc vert et a été abordée par l'adoption de plusieurs mesures opérationnelles dans le cadre d'une approche participative. Je citerai rapidement, à titre indicatif, en termes d'atténuation au changement climatique, nous plantons dans le cadre du plan Maroc vert annuellement 12 millions d'arbres fruitiers. Le plan Maroc vert constitue donc un vrai et un véritable puits de carbone. En termes d'adaptation, vu le temps imparti, je citerai que deux mesures phares. La première mesure concerne la maîtrise des ressources hydriques pour garantir une agriculture productive mais durable. Comme vous le savez, la ressource eau est l'une des premières ressources naturelles concernées par le dérèglement climatique que nous connaissons actuellement. La deuxième mesure, elle concerne la réalisation de projets d'agriculture solidaire, inclusifs, intégrant obligatoirement, vu qu'elles sont réalisées dans des zones vulnérables et chez une population vulnérable. Elle intègre obligatoirement des mesures d'adaptation au changement climatique, telles que les techniques de collecte des eaux pluviales, de conservation de sol et les bonnes pratiques culturelles. Près de 2 millions, c'est un chiffre important dans le cadre du plan Maroc vert, près de 2 milliards annuellement sont mobilisés pour réaliser ces projets d'agriculture solidaire en faveur de cette population. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dynamique de réalisation de projets agricoles solidaires du plan Maroc vert
que s'inscrit le programme Olyécole financé par l'ABID, que nous remercions de son appui permanent par rapport au financement et l'appui dans le cadre de la réalisation du plan Maroc Vert, qui va être présenté aujourd'hui, qui va faire l'objet de ce side event. Ce programme a pour objectif global l'amélioration des revenus des petits agriculteurs sur 18 000 hectares à travers l'amélioration de la productivité et l'amélioration de la valorisation tout au long de la chaîne de valeur. Mesdames et messieurs, je termine mon mot pour confirmer que l'événement d'aujourd'hui est l'occasion déjà de présenter les résultats et les objectifs du projet, mais surtout de sensibiliser ici présents nos partenaires. Nous continuons à le faire durant les 2 semaines. De sensibiliser sur la dimension environnementale de l'ensemble des filières arboricoles, notamment la filière oléicole, qui joue un rôle capital dans l'adaptation au changement climatique, dans la séquestration du carbone, dans tout ce qui est protection, tout ce qui est contre l'érosion et tout autre type de dégradation, mais surtout dans la résilience des populations au changement climatique à travers la sédimentation des populations d'une part, parce qu'ils vont pouvoir avoir un revenu direct, ils vont pouvoir rester sur place, ils vont pouvoir être autonomes eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins, mais surtout s'adapter au changement climatique. Et donc, ça va être un protocole et un modèle de pérennisation de ce type d'action en matière d'adaptation au changement climatique. Et je souhaite plein succès à ce Side Event et vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Myriam, donc, tu vas nous présenter le programme, le projet. 10 minutes, c'est bon? Très bien, merci. Merci Myriam. Merci beaucoup à tous. Thank you. Please let me introduce myself first. My name is Maish Mariam. I am bioengineer and I work for the Agricultural Development Agency. I am in charge of the IDB portfolio and I have the honor to present you the Olive Chain Value Development Project for smallholders of Pillar 2 of Green Morocco Plan. The presentation, sorry, I just make sure that this works. Doesn't work, please the technical assistance. Perhaps the computer. Okay, thank you. It will be easier with that. So, does it work? For the next one. Or please go to next one. Okay, thank you. The presentation will last about 15 minutes following this plan. Please note that you can have this document if you let your email in the attendance list that is located in the entrance of the auditorium. We are honored today to be hosted in the 22nd Conference of Parties. So I invite you to contextualize the real, active, and determined involvement of our country to face climate change. Facing this global crisis, Morocco made early arrangements of prevention by implementing the necessary measures indicated by the United Nations Framework Convention on Climate Change. We will not go into details, but let's take like a fact that hosting this international event in the kingdom is an obvious commitment and a responsibility on our shoulders. The determination to fight climate change. Okay. The determination to fight climate change, we will have some difficulties with this, okay, is inside every part of the Green Morocco Plan.
This ambitious strategy that took into consideration in every and each constitutive cell of it the environmental and social issues. It is a green strategy, literally and figuratively, going from general to particular. Our project is one of these multiple constitutive cells of Green Morocco Plan. The Olive Chain Value Development Project for smallholders of Pillar 2 aims to implement the necessary measures of mitigation and adaptation to climate change regarding each project component. The context is set. Is that work? Okay, great. Let's talk about the project. Within its effort to support the Green Morocco Plan, the Islamic Development Bank has provided a funding of more than $79 million to the Moroccan government in order to finance the Olive Chain Value Development Project for smallholders of Pillar 2. The convention has been signed in January 2014, and after entry into force, the plantation begins in September 2015. The duration of the project is 5 years. The project objectives are, first, the conversion of non-grain-oriented areas by planting olive trees, a higher added value crop. Second, production of high-quality olives and olive oil that meet the required standards of consumption at national and international levels. Third objective, job creation. And fourth objective, rural exodus prevention. This project, because of the size of its components and their nature, is in fact a program that have these components. First, planting 18,000 hectares of olive trees will be planted. Second, the development of 136 kilometers of segias or hydro-agricultural infrastructures. Third, the construction of adequate roads in order to facilitate access to production areas over a length of 48.5 kilometers. Fourth component, the technical assistance that helps the implementation of the project. Fifth, the valorization, a construction and equipment of 18 valorization units of crushing with a capacity of 60 to 100 tons per day, and at least the support of producers. These project components can be divided in two categories: components that play a role in mitigation and components that contribute to adaptation. Of course, beside that, this Pillar 2 made project contributes strongly to resilience of population, as we will talk about later. The role of the first component, that is planting, is an evidence: carbon storage. 18,000 hectares will be planted, newly or reconverted. It means an estimation of 30,000 tons of carbon stored per year. After planting, the maintenance of plants during their 3 first years of life enable us to have strongest young plants and adaptation to wind and drought. The planted trees will obviously be certified, and from a local variety which is better acclimatized. Planting will also protect our soil by fixing it to the root system and protect it from erosion. The second component of the project aims to develop 136 kilometers of segias, construct 7 bypass thresholds, and layout of 4 irrigation water storage basins. The water management is a major issue for our country, for our agriculture, and of course for our program. Manage water, bring it to the right place, use it in the right way, and optimize this use
is an obligation. Let's remember that our agriculture is strongly water dependent, as this simple statistic shows. When we are in a good year in terms of rainfall, the irrigated scope contributes to 35% of the agricultural GDP. When we are in a bad year, it contributes to up than 70% of agricultural GDP, which means that the rain-fed scope are non-productive almost at all. Besides this, the project takes into consideration accessibility to the growing areas by the construction of 48.5 kilometers of rural roads. Their key role is obvious. First, better accessibility and reduced travel time, and second, lower emission of exhaust gases and dust. Also, their collateral benefits are huge. Rural roads enable population to access easier to cities and big villages, with everything that goes with, like access to health, to education, etc. As we can see, we are moving slowly but surely from the apparent aspects of mitigation to the subtle, but no less strong adaptation dimension of the project. So let's move to the human resources side of the project. In this project, we invest in infrastructure and we invest in people. By training first, training on good agricultural practices, rational use of fertilizer and phytosanitary treatments to optimize inputs, efficient management of irrigation water, and the best driving of the olive grove. This is for the preservation of soil and groundwater and the protection of local and rural growers. And second, by help these people acquiring new technologies for the adoption of innovation and the resort to renewable energy. Last but not least, here is the main activities of the downstream of the program, this is how we call it, or more clearly, the industrial side of the project. There is 18 valorization units planned, 6 in the region of Tanger, Tétouan, El Hoceima, 6 in the region of Fes Meknes, 1 in the East region, 3 in the region of Bni Mellal El Khnifra, and 2 in the region of Marrakesh Safi. The process to achieve the implementation of each one is to elaborate pre-feasibility studies and then to specify the location, to help the professional organization of the sector by creating economic interest grouping, also the support for the unit management, the support for the promotion of extra virgin oil and table olives, and the marketing support. The implementation will, as the Moroccan legislation imposes it, make a previous study of the impact on the environment. It is a risk mitigation plan which helps operators concerning adoption and respect of this plan, the fulfillment of hygiene, food safety, and public health regulation, waste management, implementation of an environmental and social management plan, and the control of gas emission. Also, the crushing process will choose best available technology that are environmental friendly. They will pay attention to the control of critical points, reduction of exhaust gases emission. This is for a high quality and safety of the upgrade products. This valorization allows us to produce a high-quality oil in big quantities. It will obviously impact in a positive way on population. We have to keep in mind that this program is targeting vulnerable growers from the Pillar 2. The 8,284 growers, men and women, are the target of our combined efforts. Myriam, we are in 1 minute. Yes, of course. Thank you very much, Myriam.
this is the last slide. Okay, thank you. I am on time. So I am in the end of my presentation. So let's get a word. A word said by Christiana Figueres, Executive Secretary of the UNFCCC. The fact is, when you talk to people, they know that something weird is going on, particularly people who are connected to land and to water. They can see it. What perhaps is not so evident to them, unfortunately, is what the solution is. This program, the Olive Chain Value Development Project for smallholders of Pillar 2 of the Green Morocco Plan, is a part of the solution. Thank you for your attention. Myriam, thank you very, very much for this presentation, which gives us clear vision of what this project and program aims to do. So now we'll have some questions for our experts here. I'm sorry, but I'll go in French. As you can see, all our experts are French speaking. So je suis désolé, mais for the English speaking, please put the translation headset. On passe en français parce que vous êtes tous francophones et je pense que ça sera beaucoup plus facile. Alors ma première question s'adresse à vous, Monsieur Wayache, en tant que président de la Comader. Clairement, aujourd'hui, le secteur agricole au Maroc représente un secteur de premier rang au niveau national, mais d'autant plus dans le milieu rural, quand on voit qu'à peu près 80% de la population travaille sur le secteur agricole, c'est dire son importance. Alors, c'est vrai que les années 90, on a vu des grands programmes comme le PAGER, le PNRR ou le PER qui ont permis d'apporter un certain nombre d'infrastructures de base dans le milieu rural. Pour autant, ça n'a pas non plus contenu l'exode rural tel que c'était initialement prévu, et certaines villes comme Casa en ont un peu souffert. Ma question est comment 2008, avec le plan Maroc Vert et cette vision un peu novatrice autour des projets Pilier 2, a permis d'apporter une réponse au niveau du développement rural et justement pour apporter un certain nombre de solutions qui n'existaient pas avant. Et comment voyez-vous l'exécution de ces projets Pilier 2 et ce qu'elles ont pu apporter concrètement sur le terrain? Merci, mais tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, donc le BID, donc la Banque islamique de développement, BID et l'ADA, pour deux raisons. D'abord, d'avoir choisi ce sujet qui est très important. Et avant le sujet, bien entendu, il y a le projet. C'est un projet important. D'abord, il touche l'olivier, une plante millénaire, une plante qui a toujours accompagné la civilisation millénaire du pourtour méditerranéen. Et également, la deuxième raison de vous remercier encore plus, c'est d'avoir pensé aux petits agriculteurs. Donc les petits agriculteurs au Maroc, comme vous le savez, c'est une couche, c'est une catégorie qui est très, très importante. Il faut savoir, et je le rappelle pour ceux qui le savent et j'informe ceux qui ne le savent pas, que les petits agriculteurs ils représentent 75% des agriculteurs et également d'exploitation. Le plan Maroc Vert, c'est un plan qui a démarré naturellement en 2008. C'est un grand projet, c'est un grand chantier avec des objectifs qui nous laissent rêveurs. Et c'est un plan qui touche toutes les catégories des agriculteurs, les grands, les petits et les moyens. Et également, il n'exclut aucune région. Au niveau des agriculteurs, les petits, le plan Maroc Vert, donc les petits agriculteurs, comme vous l'avez très bien souligné, c'est eux qui constituent l'essentiel donc de la population rurale, qui est très, très, très importante. Et également les pouvoirs publics qui se sont succédés au Maroc depuis l'indépendance. L'un des grands problèmes, c'est comment réduire et atténuer aussi, donc l'exode rural, c'est-à-dire le départ, l'immigration des campagnes vers les villes. Et donc ça veut dire aussi que cette couche d'agriculteurs, les petits surtout, donc il faut les soutenir, il faut les assister et il faut également les faire accéder
donc un revenu acceptable, d'abord pour donc éduquer leurs enfants et également subvenir à leurs besoins. Cette deuxième catégorie, donc le plan Maroc vert, vous l'avez très bien souligné, il y a deux piliers, le pilier 1 et le pilier 2. Le pilier 1, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais par contre, le pilier 2, je pense que le plan Maroc vert apporte des innovations très importantes et s'intéresse encore plus donc, à cette catégorie. Et toutes les actions, ça je le dis sous le contrôle de Silk Rouge, que la deuxième tranche donc du plan Maroc vert, la deuxième phase, il va s'intéresser encore davantage donc, à cette catégorie d'agriculteurs. Parce que tout simplement, au moment de démarrage, le plan Maroc vert, il s'est senti dans l'obligation quand même de mettre en place tous les instruments donc, de développement, à savoir, c'est-à-dire de cette nouvelle politique qu'on appelle le plan Maroc vert, par la création de pas mal d'organismes, comme l'ONSA, comme l'ADA, comme l'ONCA, et également en restructurant aussi les organisations professionnelles et en restructurant aussi les chambres. Donc, après ça, donc, on s'est attaqué à la première tranche, c'est un partenariat public-privé autour des terres. C'est une grande partie, quand même, elle est dans le pilier 1. Donc, et tout simplement, pourquoi ce choix? Parce que dans toute action, il faut toujours, la logique a toujours voulu de partir du plus simple pour arriver au plus complexe et au plus compliqué. Donc, cet intérêt porté sur la petite agriculture, c'est la petite paysannerie, ce n'est pas uniquement des discours. Donc, il y a des actions qui sont très importantes. Donc, il y a d'abord l'agrégation qui est là, et je pense que le sujet qui a été traité, disons le projet, qui est un projet extrêmement important, c'est un exemple qui illustre cette situation-là. L'agrégation, tout simplement, c'est quoi? Il y a des agrégés et il y a un agrégateur. L'agrégateur, il apporte le financement, il apporte le savoir-faire, il apporte l'accès à la technologie et il garantit aussi donc l'écoulement de la production à un prix rémunérateur et fixé dès le départ. Et pour cette catégorie aussi d'agriculteurs, notamment donc les petits et notamment aussi les petits qui vont s'intéresser à cette culture qui est l'olivier, c'est les subventions. Donc disons nous agriculteurs on n'aime pas dire subventions, mais disons les incitations à l'investissement. Donc ça c'est très important. Et ces subventions peuvent aller jusqu'à 100% pour les agriculteurs. Avant de terminer, parce que je ne vais pas quand même non plus monopoliser la parole, il faut que je laisse un peu à nos invités. Je salue beaucoup, sincèrement, donc les promoteurs de ce projet que vous exposez aujourd'hui. D'abord, c'est un projet qui va être un cas d'école, j'en suis certain. C'est un projet qui va être réussi. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il s'intéresse aux agriculteurs et s'intéresse à toutes les composantes de la chaîne de valeur. Ça va depuis la plantation jusqu'à la transformation, la valorisation de la production et certainement donc la commercialisation. Et 18 000 hectares, c'est pas rien. Ça peut aussi constituer donc des unités donc de trituration, des unités de transformation et certainement in fine avec un label qui va être un petit peu collé à ce projet-là. Merci beaucoup, Monsieur Wayash. Merci pour l'une. Effectivement, vous avez bien fait de rappeler que le plan Maroc vert a dû d'abord se consacrer sur un certain nombre de fondamentaux, dont le renforcement du cadre institutionnel et la mise à plat d'un certain nombre de lois, et la création aussi des interprofessions, enfin la structuration finalement institutionnelle des interprofessions, dont l'Interpro Olive. Monsieur Ben-Ali, dont vous êtes le président, effectivement, ça a été quelque chose de novateur, finalement, cette logique on va pas dire PPP, mais presque, de vrais partenariats public-privé, où le dialogue est permanent entre les institutionnels et puis les secteurs, à travers ces outils que sont les interprofessions. Donc vous, en tant que représentant du secteur privé sur le secteur de l'olive,
comment est-ce que vous avez perçu ces changements et comment est-ce que vous vous inscrivez est-ce que le secteur privé s'inscrit dans cette nouvelle dynamique qui a été créée à travers le plan Maroc Vert? Merci. À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée, la Banque islamique, Développement, l'Agence de développement agricole et toutes les personnes ici présentes, toute l'assistance. Pour nous, en tant qu'interprofession de l'agriculture, c'est une journée qui rapportera beaucoup de choses. C'est quand même 18 000 hectares, comme il a dit M. Ayash, c'est pas rien. C'est très important. Ça va en plus faire le petit agriculteur. C'est quelque chose qui aide directement l'agriculteur à se fixer sur son propre terrain. D'ailleurs, c'est pas une première, c'est pas une nouveauté. On arrive depuis le démarrage du plan Maroc Vert, avec une plantation au niveau de l'olivier, on était à 650 000 hectares. On est passé à 1 50 000 hectares en fin de cette année. C'est quand même 400 000 hectares de plus. Ces 400 000, dont la majorité vient du pilier 2, qui a été fait par l'administration, par l'État, par le ministère, au profit des petits agriculteurs. Nous, en tant que dans le secteur privé, ça rassemble tout le monde. D'ailleurs, au niveau d'Interprolive, on a les petits agriculteurs jusqu'au gros. Donc, on a des agriculteurs qui ont 1 hectare jusqu'à des agriculteurs qui ont 1500 hectares d'olivier. Donc, ça regroupe toute l'activité. Ces nouveaux agriculteurs qui sont arrivés dans le secteur spécialement de l'agriculture sont présents au niveau des associations, dans les fédérations. Cette interprofession qui est composée elle-même de 3 fédérations qui regroupent l'agriculteur lui-même. Ils sont au nombre de 330 000 au niveau de l'agriculture, dans l'olivier spécialement. Il y a les industriels de l'huile d'olive, qui a plus de 11 500 unités. Et il y a l'olive de conserve. Donc les 3 composantes, c'est ceux qui regroupent cette interprofession, qui est une création pure et simple du plan Maroc Vert, parce que le plan Maroc Vert est devenu pour l'agriculture, la transformation, la commercialisation et aussi la structuration des organisations professionnelles. C'est très important. Au début, on ne se connaissait même pas entre nous. Aujourd'hui, il y a un mélange de tout. Il y a des associations, des petits agriculteurs, des grands, des industriels. Ça fait tout un mélange. Cet amalgame a donné vraiment une force, une puissance et une force de discussion avec les pouvoirs publics, parce qu'on a un contrat-programme qui est signé entre l'interprofession et le gouvernement en général, en totalité, pas uniquement le ministère de l'Agriculture. Il y a plusieurs intervenants, entre autres, il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce extérieur et le commerce et l'industrie. Donc, il y a plusieurs intervenants. Et on a une feuille de route qui est bien tracée, qui est bien fixée. On a un objectif. Notre objectif, c'est d'atteindre les 1 250 000 hectares de plantés à l'horizon 2020. Notre objectif, c'est on passe de 700 000 tonnes de produits d'olives par an à 2,5 millions à l'horizon 2020. On est vraiment bien lancé, on est dans cet objectif et en principe, d'ici 2020, on sera vraiment à la hauteur d'un pays digne du Maroc, de la renommée du Maroc au niveau de porto méditerranéen dans ce secteur d'activité. Merci beaucoup, M. Ben Ali. Je vais passer de l'autre côté pour plus grande proximité. C'est bon. Alors, donc ici, Monsieur Elzaoui, vous êtes expert sur la filière, notamment arboriculture, et vous avez travaillé sur le montage de projets complexes, mais dans ce secteur. Vous travaillez aujourd'hui sur ce programme, sur le terrain. Moi, j'aurais deux questions à vous poser aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que sur le terrain, vous rencontrez aujourd'hui, au niveau de ces petits agriculteurs,
un certain nombre de contraintes qu'il faut réussir à lever pour que ce soit un succès. Ça, c'est première question. Et deuxième question, comment la composante environnementale est traitée? Parce que c'est clair, l'objectif d'augmenter les rendements, on comprend bien pourquoi, augmenter la productivité, augmenter la compétitivité, notamment sur les marchés à l'export. En revanche, si on produit plus, on génère plus de déchets. Et on sait que les margines, les grignons ont une incidence sur l'environnement. Donc, de manière à circulariser peut-être ce secteur, comment est-ce que c'est pris en considération, notamment dans ce programme? Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble de l'assistance, l'ADA, l'ABID. Voilà, donc pour répondre à votre première question, donc effectivement, depuis l'adoption du plan Maroc Vert, il y a eu une certaine dynamique qui a fait qu'on a mobilisé plusieurs fonds pour valoriser davantage, produire davantage, créer davantage de coopératives, de JE surtout. Donc cette dynamique a permis de sensibiliser un peu les agriculteurs sur plusieurs aspects, notamment organisationnels, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut davantage accompagner, davantage former les gens, parce qu'ils ont besoin de ça. Donc il faut davantage mettre l'accent sur l'accompagnement, je répète. Pour revenir au projet, donc, comme l'a cité monsieur le directeur, donc le plan Maroc Vert en général et spécialement le projet, n'est que très intéressant. Donc, comme l'a cité d'ailleurs Madame Meish, il va améliorer davantage les conditions de vie des agriculteurs qui sont vulnérables. Il va fixer le sol, donc c'est une chose qui est importante côté environnement. Et il va créer aussi des journées de travail pour les femmes et les jeunes au niveau rural, quoi. Donc, il est à savoir, comme vous l'avez dit, c'est des projets qui vont améliorer certes les revenus, mais en contrepartie vont générer beaucoup de sous-produits qui sont très nocifs à l'environnement justement. Donc il faudrait savoir que jusqu'à maintenant, nous avons toujours adopté pour les unités de valorisation, c'est-à-dire les unités de trituration, des bassins d'évaporation, mais généralement on tombe dans le dilemme où soit qu'ils sont dimensionnés sur une année agricole mauvaise, et donc il y a toujours ce risque de débordement ou de contamination le jour où on va voir l'autre année où la production est élevée, ou ça va être vraiment surdimensionné et donc c'est un coût élevé. Donc on tombe toujours dans ce dilemme. D'où l'intérêt de penser à des solutions et adopter justement des solutions qui ont été adoptées par des pays voisins en Europe et surtout en Espagne qui est leader dans ce domaine. Et donc je citerai par exemple l'évaporation forcée. D'accord. Donc l'évaporation forcée, elle aide à évaporer un peu rapidement. C'est pas 100%, mais bon, mais ça améliore considérablement. Donc il y a aussi des stations d'épuration. Donc c'est aussi envisageable parce que c'est vrai que le coût est élevé, mais en contrepartie, on évite de construire carrément le bassin d'accumulation, enfin d'évaporation des margines. Donc c'est une solution aussi à adopter parce que des fois, dans certaines situations, il y a le problème du foncier qui se pose. Donc on n'est pas facilement devant le cas où on peut avoir des étendues de terrain pour avoir un bassin si grand pour pouvoir assurer l'évaporation sans risque de débordement. Donc aussi, il y a certaines études qui ont permis de valoriser justement les margines à travers des irrigations, mais à très petite dose, parce qu'à de grandes doses, on risque de faire l'effet inverse, de nuire au sol, carrément à travers une augmentation de la salinité, de la conductivité électrique qui réduit la germination. Donc il faut le faire prudemment et il faut savoir que ces margines sont riches en phosphore et potassium, donc il faut les apporter pour des sols qui sont faibles en ces éléments, mais à très faible dose. Épandage justement, mais à très faible dose, il faut faire vraiment attention. Donc je reviendrai aussi à cette question de noyaux, donc pour les grignons, donc les noyaux. Je peux vous dire que ce projet, juste à travers ce projet, donc on va pouvoir produire à terme 9000 tonnes de noyaux. Donc ce qui constitue une équivalence en équivalent énergie de gasoil de 3600 tonnes. Donc comme moyen de substitution, ça va nous permettre d'avoir cette énergie en gagnant 25 millions de dirhams. Donc chiffre qui est très important. Donc si on arrive, déjà on va avoir cette énergie, mais on va gagner en plus 25 millions de dirhams de substitution d'utilisation d'énergie fossile, gasoil ou autre.
D'où l'intérêt majeur, c'est-à-dire si à une échelle macro, à l'échelle du pays, on peut estimer que c'est très important l'utilisation des sous-produits. Mais toujours est-il, je reviens à cette question et je profite de la présence de l'interprofession et de la Comadère pour sensibiliser tous les intervenants de près et de loin pour aller en profondeur de l'utilisation des sous-produits. C'est-à-dire ne pas se contenter des bassins d'accumulation d'évaporation, mais aussi aller vers une utilisation plus poussée de ces margines. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Zaoui. Donc la valorisation des sous-produits, c'est une composante importante, essentielle pour pas faire que de l'adaptation et de l'atténuation, mais vraiment avoir un projet éco-friendly de bout en bout, quoi. Merci. Mr. Khalid, I'll go in English or in French. English? English? Okay, that's fine. So your bank is a major stakeholder in the agriculture sector in the world, and it encourages especially the projects that take into consideration mitigation and adaptation measures. Could you please give us a bit of insight or a bit of info how you qualify these projects and why you were particularly interested in this one over here? Thank you very much. The Islamic Development Bank has deep interest in climate change because its member countries, many of these member countries are in fact vulnerable to climate change. For example, countries in sub-Saharan Africa, whereby 19 of its member countries, if there's a temperature increase of 1 degree Celsius, it affects the economic growth rate by 1.9 percentage point. So you can see the effect in its member countries. In terms of the role of the IDB in climate change would be to mobilize financial resources for its member countries and to build the technical capacity and to become more resilient and able to adapt and mitigate the effects of climate change. And many of the member countries are in fact have deep concentrations in the agriculture sector, and that makes them very vulnerable in case of flood or drought. They face hunger and food insecurity. So the bank has a lot of things at stake because we have many projects which have been working on improving the lives of people, reducing inequality, reducing poverty. Now that climate change steps in, these are at stake. So we have to do something to adapt and mitigate the effects of the climate change. In fact, IDB has invested around $10 billion in agriculture and rural development projects since its inception, mainly to make agriculture more productive, to enhance food security, and increase resiliency of smallholder farmers. A wide range of adaptation measures which the bank is engaged in would be, for example, in adopting appropriate agronomic practices, for example, intercropping, agroforestry, conservation agriculture that improve productivity, enhance resilience, and maximize and minimize greenhouse gas emissions. The bank is also involved in providing investments in integrated water resource management, as well as building the capacity of institutions and support mechanisms for its member countries. We also improve the access of financing for smallholder farmers, for cooperatives involved in agriculture. We will give more details about that. In fact, 11% of IDB investment is into activities enhancing adaptation of farmers and agropastoralists communities in enhancing their resilience in facing climate change. I just came back from Mali working on a project in the livestock sector whereby we're developing a value chain to basically do that, to enhance the capacity of these agropastoralists to build their resilience and make them more solid in terms of sustainability and being independent financially. Most of our investments in agriculture are in Africa because Africa is most vulnerable to climate change because it's largely rain-fed
and basically because they they don't have much use of high yield enhancing technologies. IDB also aims in developing strategic partnerships with partners like Bill and Melinda Gates Foundation, whereby we came together with the Bill and Melinda Gates Foundation to create what we call a Lives and Livelihood Fund, which is around $2.5 billion. This fund is also in cooperation with Gulf Cooperation countries, namely Saudi Arabia, Qatar, and United Arab Emirates. The purpose of this fund is to provide financing to member countries and basically lower the cost of financing, because part of this fund is in terms of a grant. We're also working in partnership with the World Bank on a deep dive program, whereby IDB collaborate very closely with the World Bank on certain programs. We work with the African Development Bank in the program for transformation of Africa's agriculture. We're also working with the ADB, the Asian Development Bank, and IFAD. In fact, with the government of Morocco also, we are working with them in the adaptation of Africa's agriculture initiative. So these are things which we are doing in terms of climate change mitigation. In fact, some of the projects we are doing in the field are in the Sahel region. We had a resiliency program, calling the building resilience to food insecurity. We had a program in Bangladesh whereby we were providing improved seeds to farmers. We had a water harvesting program in Sudan to enable them to store water in rainy season for use in a period of shortage. We had improving access to Islamic microfinance in several parts of the world. In fact, this is a very important aspect of our portfolio, because we believe that there should be a new paradigm in helping smallholders. We want to depart from this lender-borrower relationship and make it into more trading and investment relationship with the smallholder farmers. In terms of climate change mitigation, IDB has around $2.75 billion in renewable energy projects. We have made provision for environmental protection and mitigation in all project documents. We have drafted environmental safeguard statements and commitments. We have observer status with the UNFCCC. We have also launched a renewable energy for poverty reduction to tackle energy challenges in member countries. In fact, 6% of IDB operations are allocated to climate change mitigation projects. I'll give you an example. We had a project in Turkey whereby, using an Islamic finance instrument, restricted Mudaraba, whereby we provide investment financing and we share profit and loss after the financing. We implemented this with the participation of the Industrial Bank in Turkey. We provided, the total cost of the program was around 640 million, of which IDB provided 100 million, and the rest were provided by partners such as the World Bank, etc. The purpose of this project was to build 4 renewable energy projects, like 2 hydropower dams, 1 solar plant, 1 wind plant, and 6 energy efficient projects. So these are the things we're doing to mitigate the effects of climate change. We also have projects in Senegal, Mali, and Mauritania, whereby we built a sub-regional power station system. We are also in Bangladesh, which is the country which is very deeply affected by climate change, providing solar panel for home for people. So this has been done through Islamic microfinancing as well. We finance mini solar system for people. So basically, these are the things we're doing in terms of adaptation and mitigation. Coming to the Islamic microfinance aspect, what we're doing is we are doing it at the gradual process. We are moving, for example, those who are extremely poor. And what we do, we provide them loans, but which are interest-free. We don't charge interest on the loans which give to extremely poor people. Those who have assets, we give them pledge loans, through microfinance institutions. We also do partnerships with them through what we call Mudaraba and Musharaka, and also Salam financing, whereby we provide upfront financing to farmers.
and then they provide seeds to the microfinance institution. For example, one example I can give you is in Palestine, whereby we had this project called Deep. It concerns olive. For example, if you find land which is not developed, and you find a farmer which does not have land, so what can be done is basically the landowner can enter into an agreement with the farmer who does not have land. This agreement is called a Muzara'a agreement, right? So they give the land to the farmer. The farmer will get financing from a microfinance institution on a salam contract. That means upfront the money is given to the farmer. The farmer will, of course, plant the olive trees and stuff like that, and will deliver the olives to the microfinance institution, and then this microfinance institution will sell this onwards to olive mills for a murabaha contract. So this is how we do Islamic microfinancing for olive value chains. And I think that's all. Perhaps we can talk more about it later. Thank you. Thank you very much, Mr. Khalid, for this insight. Alors, on va ouvrir les questions à la salle pour ces 4 messieurs qui sont là pour vous répondre. Oui, madame. Là, derrière vous, le micro va passer. Allô. Je m'appelle Amina Sherif. My name is Amina Sherif. I'm member of civil society. I'm member for civil society, and I'm working as environment and education health officer in NGO called Mauritanian Organization of Social Solidarity and Protection of Environment. So I want to talk with the expert with IBD for the case of Mauritania. Mauritania, as you could know, there are specifically a big need of potential development, agricultural potential development. So Mauritania has not specifically have as an actor an implication of private sector, but with NGO. So I would give through my conversation, my discourse now, an advocacy to support NGO, Mauritanian local NGO, that with financially and technically to support the priority of the Mauritanian state to implement agricultural plan. In Mauritania, we have a problem with the land, but now is in process to resolution. But to improve the agroforestry, we have in Mauritania in our NGO a project called One People, One Tree, One Scholar, One Tree. What is this, the sense of this project? We could think that when we implicate future generation to process reforestation in the land, in arid land in Mauritania, we could reduce to sensibly between 14% and 16% the allocation of public expenditure for the allocated for the protection of the environment. We have a project as that. Similarly, of the progress of the Agricultural Development Agency, but is located in the Traza.
and is Please, about if you can just go to the question, please, because we are running out of time. what is the place of civil society in your activity? Could civil society, like NGO, member of civil society, can submission to the financement to improve agroforestry and reforestation in Mauritania? Thank you. Thank you, sister, for your question. In fact, the bank, through its microfinance initiatives in several countries, when we go to implement microfinance projects to build the capacity of smallholder farmers or to do agriculture or livestock or things like that, several times we work with NGOs, we work with microfinance institutions. Basically, we build the capacity as well. We build the capacity and then we train them. We provide financing to them to implement projects. So this is something which the bank is already doing. And for example, I just went to Mali. We have contacted NGOs who are active on the ground, and some NGOs are actually supervising microfinance projects, like how these are dispersed to the people on the field, because they're very close to the people on the field. They know what are the needs of the people, what are the challenges they're facing. So we work in tandem with them when we go and design projects in the field. And I'm sure, if there's a project in Mauritania, the bank would definitely look into this. Thank you. Thank you very much. Anyone else for a question? D'abord, je me présente, je suis Ali Romain, donc je suis maître de conférence, mais en même temps je suis directeur de la recherche donc, au ministère de l'Agriculture en Tunisie. Donc je vous remercie pour ce projet qui est très intéressant, tout projet de chaîne de valeur, pas uniquement au niveau de l'olivier, mais au niveau de toutes les chaînes de valeur au niveau de l'agriculture. C'est très intéressant comme projet, mais donc la clé pour la réussite d'un projet de chaîne de valeur, ce sont les parties prenantes. Il faut que toutes les parties prenantes soient bien engagées au niveau d'un projet de chaîne de valeur. Et là, je me pose la question, je ne sais pas si vous avez pensé à restructurer les agriculteurs, les petits agriculteurs. Est-ce qu'il y a des actions de restructuration de la profession? Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, comme je suis chercheur, est-ce qu'il y a des actions pour impliquer les chercheurs, surtout, je pense notamment au niveau de la valorisation des acquis de la recherche, parce que certainement, il y a beaucoup d'acquis en matière, soit au niveau de l'olivier ou bien même au niveau de l'agriculture de conservation, pour donner le plus à ce projet de chaîne de valeur. Merci. Merci pour la question. Au niveau de l'organisation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Effectivement, on a démarré il y a 3 ans maintenant, ça a démarré la restructuration de toute la profession. Ça a commencé effectivement par le début, ça démarre au démarrage. Donc tous ces petits agriculteurs sont réunis en forme de coopérative. Eux-mêmes sont réunis sous forme de GIE, c'est le groupement d'intérêt économique, et autour d'une unité de valorisation. Alors nous avons, comme vous avez vu, il y a 18 000 hectares. Il y a 18 000 hectares, il y a 18 unités de valorisation. Donc c'est chaque unité de valorisation, il y a tout un groupement de coopératives tout autour. Et ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve au niveau de GIE, et ce sont eux-mêmes qui font la transformation de leurs propres produits. Donc ils sont convaincus dès le départ du bienfait de cette opération, donc ils sont structurés. Ça, c'est le rôle du projet, du porteur du projet, de l'ADA elle-même et de nous-mêmes en tant qu'interprofession. En plus, ces coopératives sont regroupées au sein des associations au niveau local, plutôt provincial. Après, il y a des associations régionales qui sont regroupées au niveau de la fédération de la production d'olives. C'est une fédération qui s'occupe uniquement de l'amont. Au niveau de la formation, ce sont des gens qui ont eu une formation, un suivi de la part de notre Office national du conseil agricole, de l'ANCA. Il y a aussi une formation qui est donnée au niveau de l'ADA, au sein du projet même. Il y a une formation qui est donnée au sein aussi de l'interprofession, qui organise des journées
au profit des coopératives et des GE, que ce soit au niveau de l'agriculture et au niveau de la transformation. Il y a un process complet qui suit de toute la chaîne, y compris la commercialisation elle-même. Il y a bien sûr, au niveau de la recherche, on a 2 centres de recherche au niveau de l'olivier. Ils sont au nord et au sud du Maroc, donc à Marrakech et à Meknes. Maintenant, comme ça concerne l'huile d'olive, ça se passe au niveau de Meknes. On a un agropole qui est dédié à la recherche et on a un calipole au niveau c'est les 2 qui appartiennent d'ailleurs au ministère. Et il y a des chercheurs qui s'intéressent pas vraiment à ce projet lui-même, mais c'est de la recherche en général sur l'olivier qui suit toute l'opération, que ce soit pour les petits agriculteurs ou pour les grands, et que ce soit au niveau de l'amont comme de l'aval. Merci. Merci, Monsieur Ben Ali. Oui, une question là pour Monsieur. Oui, bonjour à vous. Merci pour cette conférence. Je tenais à me présenter, donc Joseph Agache, président de la société Raccoon Environnement. Donc on est basé ici à Casa aussi avec des bureaux. Et puis présent pour cette COP22. Donc moi je tenais à féliciter les porteurs de ce projet. Parce qu'en tant que personne qui se déplace beaucoup dans le monde et porteur de nouvelles technologies, effectivement on parle beaucoup. Mais généralement, on porte des projets, mais pas aussi finalisés que cela. Ce qui fait plaisir, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'effectivement, comme ça a été rappelé par certaines personnes, que l'ensemble de la chaîne soit complète. Dans cette chaîne, il y a aussi une importance, la personne est présente ici, les confédérations, parce qu'on parle, il faut aussi un soutien de la formation et un suivi. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir les meilleures technologies possibles, les meilleures inventions. Si effectivement, on ne va pas aider ou informer les personnes sur le terrain qui sont, eux, les personnes évidentes, ça ne fonctionnera pas et ça, ce n'est pas propre au Maroc, c'est propre dans tous les pays du monde. Donc c'est pour cela que aussi, nous, on apporte de la nouvelle technologie. Quelle est cette technologie? C'est la rétention de l'eau dans le sol. Parce que tout ce projet-là, c'est ce qui a été demandé à cette COP22, la réalisation depuis COP21 ou COP22, c'est les énergies renouvelables ou la flotte, l'eau. Et si on ne se base pas sur cette eau, vous pouvez avoir tous les meilleurs projets du monde, ça ne fonctionnera pas. Ma question est très directe, c'est est-ce que dans le projet que vous avez, tout est finalisé. Est-ce que des nouvelles technologies peuvent encore s'intégrer? Point d'interrogation. Est-ce que effectivement, dans ces recherches ou nouvelles technologies, vous êtes prêt à accepter de regarder ce qui est possible de faire pour améliorer? Parce que vous avez fait un business plan. Je m'adresse aux personnes qui sont financières. J'entends canaux d'irrigation des kilomètres. Point d'interrogation, combien ça va coûter? C'est important d'amener l'eau, mais n'est-il pas aussi important d'apporter des technologies pour aussi réduire ces consommations d'eau, qui vont aussi réduire le coût? Aujourd'hui, la problématique de l'eau, c'est aussi, effectivement, vous l'avez dans les technologies, on l'utilise beaucoup dans les serres, puisqu'on a la goutte à goutte et tout ça, et quand on vient, on dit oui, mais nous, on a déjà le goutte à goutte. Ok, c'est super, mais on peut aussi réduire les consommations d'eau au goutte à goutte, puisqu'on a une technologie pour la rétention de l'eau. Tout à fait biologique et autres. Et j'impose à venir sur le stand pour découvrir cette technologie qui n'est pas nouvelle, puisque c'est un polymère potassique. Sergio Rico, invention mexicaine du concept, puisque les polymères, il y en a X, et vous avez déjà, vous, eu l'occasion au Maroc d'en tester, et qui n'ont pas fonctionné, parce que les gens ont vu d'abord le problème financier, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tout ça, ça a évolué. Les technologies, moi je reviens d'Équateur, du Mexique, dans les milieux arides. Aujourd'hui, les productions ont développé. On répond parfaitement à la mobilisation et de garder le fruit et les peuples sur leur endroit. Aujourd'hui, ces technologies existent. Je remercie la COP22 qui est aujourd'hui à Marrakech pour aller dans l'action et dans le dynamisme. COP21, on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on est dans l'action. Je suis là pour ça. Merci à vous de votre attention. Monsieur Voyage pour la réponse. Merci et merci pour cette question vraiment pertinente. Je ne sais pas si vous avez fait attention, la durée du projet, il va durer 5 ans. Et ça vous a pas certainement échappé que l'olivier, il a un âge, il va vivre un peu plus.
va vivre jusqu'à 50 ans, surtout les variétés que je préfère, sinon un peu plus. Surtout certaines variétés que je ne citerai pas pour ne pas faire de la pub. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, aujourd'hui, ceux qui entourent les promoteurs du projet, il se fait dans un cadre de 3P, PPP, partenariat public-privé, mais c'est un partenariat qui, par la suite, va être éphémère. Et je sais de quoi je parle. Les 3P vont rester, mais ça va être, le premier partenaire va être un vecteur, un deuxième partenariat avec 3P aussi, partenariat privé-privé. Donc, comme ça, donc il va y avoir une intégration totale et intégrale donc de toutes les chaînes de valeur, que ce soit le producteur, que ce soit l'industriel plus tard, et peut-être même, il va y avoir une coopérative, donc il va y avoir, et les coopératives, nous savons que c'est un cadre extrêmement important. L'exemple, il n'est pas loin de chez nous, hein, il y en a en Espagne, à 15 km, il y en a en France, surtout les denrées de première nécessité, que ce soit le sucre, que ce soit le lait, et même les céréales, ce sont les coopératives qui contrôlent la totalité de ces filières-là. Et c'est des coopératives agricoles qui ont diversifié par la suite, parce que c'est des coopératives qui sont là depuis, je pense, plusieurs années, hein, il n'y a pas de problème. Et comme vous l'avez aussi souligné, c'est un projet qui s'intéresse à la petite agriculture. C'est pour ça que nous le saluons, parce qu'il s'intéresse à ceux qu'on a toujours considérés délaissés pour compte. Donc ça, c'est très, très important. On va leur apporter le financement, on va leur apporter l'encadrement et la technologie, l'accès quand même aux nouveautés, etc., etc., etc. D'un autre côté, il y a une question. Moi, je pense que au niveau de kilométrage que vous avez cité, vous avez raison de vous poser la question. Mais si j'ai bien compris, c'est une longueur de réseau d'irrigation. Donc, il y a une amenée d'eau qui, en général, est enterrée, parce que vous imaginez de l'eau qui coule sur 146 km, avec l'évaporation le mois de juillet, il ne va rien rester. Ça, je pense que vous avez corrigé de vous-même. Donc, c'est un réseau interne d'irrigation. C'est comme le corps humain. Donc, je fais 1,75 m. Enfin, je m'excuse d'expliquer, vous avez très bien compris, mais j'explique pour les autres, hein, pour que les choses ne soient pas... Donc, le corps humain, donc les veines, etc., vous avez vu, enfin, vous pouvez faire un petit calcul et vous allez tout de suite trouver donc des kilométrages et des kilométrages. Une dernière remarque, et puis je termine. Ce n'est pas le premier projet partenariat public-privé qu'on lance au Maroc. Je crois que c'est des centaines, et je pense que l'ADA est là. Et je dois aussi préciser que ce genre de projet, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas exclusif. Vous avez l'environnement, vous pouvez vous y intéresser et vous pouvez donc faire un contrat, faire une convention d'encadrement, je ne sais pas, d'économie d'eau, et de vulgarisation, etc., 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 de certification, d'un tas de choses. Donc, ce sont des projets qui vont initier d'autres projets. Et je pense que c'est ça l'idée et l'esprit du plan Maroc Vert. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des lois, hein, il y a tout un arsenal juridique, que ce soit pour les organisations professionnelles, que ce soit pour les accords interprofessionnels entre les différentes chaînes de valeur, etc., etc. Monsieur Guérouge, si vous voulez aussi rebondir sur cette question et peut-être le mot de la fin. Je voudrais, en complément à ce qu'avait dit, donc je vais me mettre ici à côté de notre cher ami Sioyesh, en complément ce qui a été dit concernant votre remarque qui est très pertinente par rapport au transfert de technologie, l'intégration de technologie dans un projet qui est en cours. Comme l'avait bien dit Sioyesh, c'est la durée, elle est de 5 ans. Les 5 ans, c'est juste la réalisation de projets qui va être livré aux agriculteurs, clé en main, avec toutes les garanties que déjà la question de réussite de l'installation est assurée. Par la suite, toutes les questions de technologie, comme l'avait bien dit également Sibn Ali, c'est l'interprofession. Elle a un programme, elle a un contrat de partenariat entre l'État et l'interprofession
pour promouvoir les technologies, pour travailler avec toutes les coopératives qui sont installées. Mais je voudrais juste vous informer et profiter de cette occasion pour informer l'assistance, l'aimable assistance, c'est que chaque projet passe par plusieurs filtres. Déjà, la question de la longueur, que ce soit de l'aménagement hydro-agricole, que ce soit les pistes, que ce soit le choix des variétés, chaque composante, elle passe par un filtre. L'ADA, bien sûr, il est chargé de l'exécution du plan Maroc Vert, mais il est chargé d'accompagner les directions régionales en matière d'ingénierie des projets. Donc chaque projet, il passe par la conception. La conception, obligatoirement, elle intègre l'approche participative, donc l'adhésion tout d'abord des agriculteurs concernés, parce que s'ils ne sont pas concertés dès le départ, on ne va pas réussir, parce que lorsque vous dites une conduite de 1000 km, si vous n'avez pas l'accord préalable des agriculteurs pour faire passer la conduite au niveau de leur terrain, ça ne va pas marcher. Et vous allez mettre au... Donc déjà l'approche participative, c'est très important. Et à travers cette approche participative, deux choses. Donc c'est l'adhésion, mais c'est surtout la présentation de l'expertise du ministère de l'Agriculture, et non pas du ministère, mais également de l'INRA. Parce que toutes les technologies, toutes les techniques qui sont utilisées, toutes les techniques que nous sommes en train de véhiculer lors de COP 22, c'est des techniques marocaines, locales, qui prennent en considération les spécificités écologiques et les spécificités de la population concernée. Donc nous nous sommes basés sur la présentation de composantes, que ce soit en matière de technologie ou d'adaptation au changement climatique. Vous avez parlé de techniques de collecte. Nous en avons 87 techniques de collecte d'eau nationale. Vous avez le montagne, vous avez les oasis, vous avez le bourg défavorable, vous avez... Donc il y a des techniques. Donc le projet, lorsqu'il est conçu, il prend en considération déjà la spécificité de la région, il prend en considération les conditions et de l'appropriation de la population. Et nous avons un comité technique local, obligatoirement, il doit valider le projet. Avant de le lancer, avant qu'il passe, parce que les bailleurs de fonds, lorsqu'on présente nos projets, c'est des projets déjà formalisés. Donc il y a le comité technique local, vous avez l'INRA, vous avez la recherche, vous avez les services, vous avez le ministère de l'eau, vous avez le président de la Chambre d'agriculture, tout le monde. Donc le projet déjà, il y a une adhésion. Par la suite, la question de technologie, nous présentons les technologies par rapport au business plan, par rapport aux faisabilités géographiques. Mais comme l'avait dit si bien dit COIS, c'est un projet qui est en cours d'exécution. Au bout de 5 ans, la population concernée, elle s'approprie, elle peut intégrer toutes les technologies. Voilà, je me suis permis de juste un complément par rapport à l'intégration. Et pour clôturer... C'est M. Faïk, je crois qu'il veut... Une question ? Merci. Donc, j'ai une petite question. C'est parce pas la que, clôture, alors. comme vous le savez, donc, cette COP 22, l'agriculture africaine, il est au cœur de cette COP 22. Alors, j'ai une petite question pour Monsieur le Président de la Comader, Monsieur Ayesh. Donc, qu'est-ce que la Comader pourrait apporter aux agriculteurs en Afrique, du moment que cette COP 22, au cours de cette COP 22, l'agriculture, donc, il est dedans. Voilà, merci. Merci pour cette question importante. Alors, il ne faut pas oublier que le Maroc est un pays africain, déjà. Et aussi que nous avons des économies similaires, où l'agriculture et le monde rural, donc économique et social, donc occupe une place extrêmement importante. Cette place, je pense qu'il va rester pour longtemps. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos amis africains? Les relations d'abord qui datent depuis plusieurs décennies, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui de la COP qu'on va commencer à construire. Donc nous nous retrouvons et nous discutons un petit peu quels sont les moyens donc, de mettre en commun pour moderniser notre agriculture et surtout nos campagnes. Nous avons à plusieurs reprises exposé à nos amis africains, donc modestement, il faut le dire et le souligner, donc l'expérience marocaine. Nous, comme vous le savez, Sa Majesté le Roi aujourd'hui il est en Afrique et ça fait depuis son accession au trône, il sillonne pratiquement toute l'Afrique.
que ce soit l'Afrique occidentale, que ce soit l'Afrique de l'Est. Et il y a beaucoup d'hommes d'affaires et également pas mal d'opérateurs dans le secteur agricole qui l'accompagnent. Parmi les opérateurs, il y a le Crédit Agricole, il y a l'OCP, il y a l'Amanda qui s'intéresse aux assurances. Et il y a aussi, bientôt, il va y avoir les organisations professionnelles. Donc, ce que nous avons déjà en projet, donc de renouer d'une manière encore plus importante nos relations, de créer des espaces de concertation avec des organisations africaines. L'Union d'agriculture africaine va certainement voir le jour incessamment. Nous sommes déjà réunis au niveau de FIDA il y a 10 ou 15 ans, mais malheureusement, des problèmes politiques ont toujours entravé la naissance de cette organisation extrêmement importante. Aujourd'hui, il ne faut pas, je pense que ça ne va pas vous échapper, le Maroc revient en force en Afrique. Et donc, il revient en force. Il n'y a pas uniquement que les pouvoirs publics, il y a aussi les opérateurs, les industriels, les agriculteurs, les investisseurs, les banques. Donc, l'Afrique va être notre direction préférée dans l'avenir, sans oublier aussi de renforcer encore davantage avec nos amis du Nord aussi, parce que nous sommes convaincus qu'un partenariat le partenariat nord-sud peut toujours constituer un vecteur, un partenariat sud-sud. Et là, je pense, monsieur qui est intervenu au niveau de la technologie, transfert de technologie, la technologie, la recherche, c'est quelque chose d'universel. Personne n'a le monopole des découvertes. Et je pense que la recherche va être mise à la disposition de notre continent pour combler le retard. Je pense que j'ai répondu à votre question. Écoutez, merci à tous. Je pense que monsieur le représentant de la Banque islamique de développement souhaite peut-être clôturer ce side event. Yeah, thank you very much, moderator. I really appreciate the job you have done there. I think what we have seen here is an example of a project, but maybe a program is a better word, that is really transformative. Transformative not only in Morocco from its integrated design and the partnership that it has brought together, but one that as we move forward, I'm sure will generate lots of lessons for the rest of Africa in the area of adaptation, in the area of mitigation. I just wanted to raise 2 points. One, just to build on what the President has mentioned, that indeed Morocco has a lot to offer the rest of Africa. So does the rest of Africa. And the bank will take advantage of that and is already doing so. I think we'll hear in this conference, COP22, the discussions that Morocco is leading around the AAA, the Africa Agriculture Adaptation, which it has championed. IDB is a strong supporter of that. And within that framework, within the AAA, one of the instruments which the bank is currently using and will use more and target more countries like Morocco for the rest of Africa is what we call reverse linkages, where we deploy a member country that has technologies, expertise in one area to support another member. Remember that the Islamic Development Bank is a South-South bank. All its members are from the South. And so the AAA, under the leadership of Morocco government, will really provide an opportunity to move around technologies and innovations. Second point, moderator, is that Friday this week, in this same place here, this venue here, we are going to have another side event. And the pamphlets are out, 10:30 to 12:30. We're going to have another round talking about building resiliency for agriculture, new partnerships, new innovations. So I welcome all of you again. We will have an opportunity to discuss a little bit this project, but we'll bring on board many other examples from Uganda, from Bangladesh,
from many other countries that the bank is supporting. So I just wanted to invite you to it. Don't miss. It will be another exciting session. Thank you very much. Thank you very much. Merci à tous pour ce moment. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur ce programme qui est complet, hein, de l'amont jusqu'à l'aval. Et on est excité aussi de voir que la coopération sud-sud sur ces sujets est un vrai potentiel. Que la banque soutient ces initiatives, donc ça aussi c'est une bonne chose parce que l'argent reste quand même le nerf de la guerre. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement. La banque nous invite à boire et à manger un petit quelque chose à côté, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le stand. Merci beaucoup, merci à tous.